23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. Le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, s'est entretenu ce jeudi avec les ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni et des États-Unis en Côte d'Ivoire, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces pays, ainsi que l'actualité nationale et internationale au cœur des échanges. En 2023, l'événement se prépare activement. La Côte d'Ivoire, pays hôte, le Premier ministre a reçu le secrétaire général de la Confédération africaine de football, venu pour la formalisation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue donc en Côte d'Ivoire en 2023. Nous parlerons également cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens partout dans le monde. Ce sera le 20 juin prochain. Nous en parlons dans cette édition. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous le disais tantôt, le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, s'est entretenu ce jeudi avec les ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni, des États-Unis en Côte d'Ivoire, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays, ainsi que l'actualité nationale et internationale étaient au menu de ces rencontres. Awa Touré. En fonction en Côte d'Ivoire depuis octobre 2019, l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, continue de s'imprégner de la vision du vivre ensemble du président de la République, Alassane Ouattara. Une vision qui, selon lui, est un vecteur de paix et de cohésion. Venu présenter ses civilités au vice-président de la République, le diplomate américain a longuement évoqué avec lui les questions liées à la réconciliation nationale avant de faire un tour d'horizon des derniers développements de l'actualité nationale et internationale. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et que la vision éclairée de l'importance de la paix sociale et du vivre ensemble dans un climat apaisé où tout le monde peut compter sur un traitement équitable, ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et je vois que de part et d'autre, mouvance présidentielle et opposition, la classe politique de Côte d'Ivoire semble vraiment partager cette vision et je ne peux qu'encourager cela. La diversification et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni au centre des échanges entre le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, et la chef de la mission diplomatique du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé bien sûr sur les liens entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire et comment nous pouvons augmenter ces liens, renforcer les rapports dans plusieurs domaines. Le secteur privé, le développement, la santé, l'éducation, l'économie et tout ça. Nous avons parlé aussi un peu sur la situation actuelle dans le monde et dans la région aussi. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est pour sa part venu transmettre les salutations et féliciter le vice-président de la République pour sa nomination. L'occasion aussi de passer en revue les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. J'ai eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, d'abord pour lui transmettre les salutations des autorités saoudiennes et lui féliciter Monsieur le vice-président de la République pour sa nomination à ce poste. Et on a évoqué les relations et la coopération qui existent sérieusement entre les deux pays et les moyens de renforcer cette coopération davantage. Le diplomate saoudien s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Il entend par ailleurs contribuer au développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. On évoque une autre audience du vice-président de la République, cette fois avec von Kirchmann. Ils ont parlé de coopération.
L'ambassadeur de l'Union européenne, Jobst von Kirchmann, a félicité le vice-président Koné Moko-Mélié pour sa nomination. Il lui a réaffirmé par la même occasion l'excellence des relations de coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parlé d'abord de l'Union européenne et justement de cette relation qui est une relation qui s'est changée pendant ces dernières années vers un vrai partenariat où aujourd'hui on suit la Côte d'Ivoire dans ses stratégies, dans ses visions, et on les fait avec grand plaisir parce que ça s'inscrit aussi dans les valeurs et dans les intérêts qu'on partage avec la Côte d'Ivoire. Après, on a parlé globalement de la situation économique. Récemment, on a vu avec grand intérêt que la Côte d'Ivoire était reclassée, a monté un classement économique par Bloomfield, qui maintenant est un risque faible pour l'investissement. Donc, justement, j'ai posé la question, comment est-ce possible ces avances qui étaient faites surtout au niveau macroéconomique? Et le vice-président a bien expliqué que c'était vraiment un ensemble de la politique monétaire qui était menée par l'UEMOA, ensemble avec la politique économique de la Côte d'Ivoire, qui a permis une croissance directement après le Covid de plus que 7%. Une telle performance réalisée en très peu de temps après la grave crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a félicité l'ambassadeur de l'Union européenne. Et on poursuit en sport. On parle donc CAN 2023. Le Premier ministre Patrick Haché a reçu, je vous le disais également en titre, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, venu pour la formalisation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue donc en 2023, ici même en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a assuré la CAF de son engagement à réussir cette compétition. En juin 2023, la Côte d'Ivoire abrite la CAN. Les travaux pour accueillir l'événement vont bon train. Ce jeudi, à la primature, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a été reçu par le chef du gouvernement. Véron Mosengomba a remis aux autorités le cahier de charge de ce rendez-vous. Donc, les trois instruments sont les lettres de garantie du gouvernement qui soutient et s'engage auprès de la fédération pour la livraison de la CAN 2023. Et puis le contrat d'accueil, comme on dit en anglais, host agreements, qui mentionne les conditions et termes d'organisation de la CAN. Et puis évidemment, le document final qui confirme cet engagement, qui va être signé, qui crée aussi les LOC, qui signe entre les LOC, la fédération et puis le gouvernement. La CAF se dit par ailleurs très satisfaite de l'état d'avancement des travaux en cours. On aura une CAN exceptionnelle. Je dis pas ça parce que je suis ici. Les indices d'une compétition exceptionnelle, des engagements des autorités, l'engagement sans faille, la qualité des infrastructures et puis évidemment l'accueil de son peuple. Donc avec ces ingrédients, on peut avoir une CAN qui est magnifique. Patrick Haché lui réaffirme la détermination du chef de l'État et celle du peuple ivoirien à offrir au continent une CAN exceptionnelle. On poursuit en images en parlant toujours sport. Après donc une victoire à domicile contre la Zambie, 3-1, la Côte d'Ivoire cale à Soweto, en Afrique du Sud. Les hommes de Gassé ont été tenus en échec 0-0 par une équipe de Lesotho en pleine progression. La Côte d'Ivoire, pays hôte certes, qualifié pour la CAN 2023, profite en tout cas de ces éliminatoires pour bien préparer sa compétition. On change complètement de sujet à présent. Élu le mardi 7 juin dernier, le nouveau président de l'Assemblée nationale a été reçu ce jeudi par le Premier ministre Patrick Haché. Adama Bictogo est allé exprimer sa gratitude au chef du gouvernement pour son soutien. Notez que le nouveau patron de l'hémicycle a également échangé avec le président du Sénat, Jean-Noël Ousso-Kouadio, également avec la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Et c'est avec Ona Temoussa qu'on fait le point. 72 heures après son élection à la tête de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo est à la tâche. Le nouveau patron de l'hémicycle a eu ce jeudi une séance de travail avec Jean-Noël Ousso-Kouadio, le président du Sénat. Les deux chambres du Parlement ivoirien s'engagent à renforcer leur collaboration. Le Parlement en marche. Nous sommes venus avec beaucoup de joie, beaucoup de fraternité, toutes nos bénédictions pour accompagner le président
Adama Bictogo, et accompagner l'Assemblée nationale dans ce travail d'élaboration, de confection des lois, mais aussi du contrôle des politiques publiques. Notre calendrier qui va donc être élaboré prendra une place importante dans nos relations. Nous n'attendrons plus qu'il y ait un congrès pour que nous nous réunissions. Il y aura donc des rencontres formelles entre les deux chambres pour analyser les grands dossiers de l'État, mais surtout pour raffermir encore plus nos relations. Après cet échange, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu chez la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Adama Bictogo est venu présenter son élection à celle qu'il considère comme un modèle. Madame la grande chancelière reste pour nous un modèle, une boussole pour notre génération, les générations futures, par son histoire, par son parcours politique. Elle est aujourd'hui une caution morale. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a aussi été reçu ce jour par le Premier ministre Patrick Achi. Il a exprimé ses remerciements au chef du gouvernement pour son soutien à son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Et on poursuit en images. Les ministres des Affaires étrangères et de la Justice de la CEDEAO sont en conclave à Accra. L'enjeu de cette réunion est la révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, avec à ses côtés le ministre de la Justice, Sansan Kambilé. Notez que Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, a ouvert les travaux. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Ce sera avec Michel Diré, notre envoyé spécial. Mais avant, on évoque le REMED. Le REMED, c'est le réseau mondial des experts du développement économique et social. L'ONG œuvrant dans les domaines humanitaires, socio-économiques et culturels étend sa toile à travers le monde. Le bureau d'Abidjan vient d'être installé. Il a été inauguré ce jeudi en présence du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. L'ONG REMED, Réseau mondial des experts du développement économique et social, pose officiellement ses valises en Côte d'Ivoire. Cela se matérialise par ce siège inauguré par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Et pour l'occasion, Marc Rivesta Kwasi, nouveau représentant pays du REMED, porte la responsabilité de la mise en œuvre des actions de cette organisation humanitaire en Côte d'Ivoire. Nous avons pour objectif de venir en aide aux populations locales parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. L'État ivoirien peut compter sur REMED. Et d'ailleurs, on est très content de vous dire qu'on a donné le premier coup d'envoi de la construction des centres de santé d'Anono et tout le matériel en termes de premiers besoins pour que ce bâtiment voie le jour. Et sachez que vous avez notre appui jusqu'au bout. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani Parrain se réjouit de l'implantation de l'ONG REMED en Côte d'Ivoire. Ce réseau, selon lui, viendra soutenir les projets de développement du gouvernement en faveur du bien-être des populations. Vous avez décidé de vous mettre au service du monde entier. La guerre en Ukraine pose d'énormes problèmes et REMED sera sollicité pour trouver des remèdes à l'ensemble des difficultés dues à cette crise. REMED est salutaire pour nos populations. Le Réseau mondial des experts du développement économique et social REMED compte à ce jour plus de 250 membres présents sur tous les continents. Seulement 2 ans après sa création, plus de 10 000 élèves en Côte d'Ivoire ont bénéficié de manuels scolaires pour leur année académique. On parle enseignement supérieur à présent. On s'intéresse particulièrement à l'harmonisation du système africain. Le sujet a réuni les partenaires et les responsables du secteur de l'enseignement supérieur. C'était en présence du ministre Adama Diawara. On fait le point avec Patricia Omouitia. Le programme de mobilité universitaire reflète l'ambition de l'Union africaine de construire un continent intégré au moyen d'un système d'enseignement harmonisé. Le système d'enseignement supérieur et de la recherche est confronté à des difficultés, notamment le manque d'instruments pour faciliter la comparabilité des qualifications et du développement d'un système de transfert de crédit accordé et reconnu. Après les réflexions menées entre la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne, plusieurs organisations se sont penchées sur la problématique. On fait
un grand travail d'appui pour les systèmes d'assurance qualité, surtout les agences nationales d'assurance qualité en Afrique, dans toute l'Afrique, 5 régions. Et aussi, on appuie les systèmes qui sont en train de former, de développer leurs propres agences d'assurance qualité. L'objectif de cette rencontre est donc de mettre en place un système commun de transfert de crédit qui puisse être reconnu au niveau national, régional et continental. Au niveau de nos parcours de formation, on a ce qu'on appelle les unités d'enseignement, si vous voulez les matières, qui ont toutes des poids qu'on appelle le nombre de crédits. Et une fois qu'on a défini le nombre de crédits de l'unité d'enseignement, ça correspond à un volume total d'heures, de cours et autres. Mais le tout, c'est de savoir maintenant comment est-ce qu'on affecte ce volume total entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les séminaires et surtout le travail personnel de l'étudiant. Il faut des travaux de cette nature-là pour que ça soit harmonisé. L'harmonisation et la standardisation de l'enseignement supérieur, conformément à la stratégie d'harmonisation de l'enseignement supérieur de l'Union africaine, apportera une expérience spécifique pour la mise en œuvre du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation et contribuera fortement à l'intégration régionale. Militante, femme engagée, femme politique, mais également mère de famille. Nombreuses sont ces mères, ces mamans présentes dans l'arène politique qui, malgré leur agenda chargé, ont toujours pu trouver un temps pour la famille. Pas toujours évident en tout cas de réussir à concilier politique et vie de famille. Elles tiennent pourtant bien leur rôle de mère et d'épouse. Alors comment s'y prennent-elles ? Des plus connues aux moins célèbres, les femmes du PPACI, du RHDP, de l'UDPCI et du FPI lèvent un coin de voile sur leur vie de mère et de femmes militantes engagées. C'est dans le dossier politique proposé par Sidonie Davila. Mes 5 enfants, je les ai suivis, je les aidais pour faire leurs devoirs. Je les mettais au lit à 8 heures du soir. La fonction de mère doit passer avant la fonction de femme politique. Simone Eivé Gbagbo est cofondateur du Front populaire ivoirien FPI, parti au sein duquel elle a longtemps occupé le poste de vice-présidente. Son rôle de femme, l'assumer, a toujours été pour elle une priorité. De temps en temps, je les envoie au cinéma, etc. Les enfants sont heureux. Les enfants, il ne faut pas grand-chose pour les rendre heureux. Il faut justement qu'ils sentent que maman est là. Et le mari aussi, nous deux, on était dans la politique, donc il fallait qu'il comprenne. Mais de temps en temps, il faut lui faire le bon plat qu'il aime. Sa sauce graine avec son riz, il faut lui faire ça, bien faire ça. Comme ça, au moins le dimanche, il est satisfait de manger la nourriture de son épouse. Anne-Désirée Ouloto est engagée depuis les années 90 en politique au sein du Rassemblement des Républicains, devenu RHDP. Pour cette militante qui œuvre depuis longtemps aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, son engagement politique demeure un atout pour l'équilibre familial. La mère, c'est la sécurité de la famille. Les enfants ont besoin de leur maman quand ils reviennent de l'école. La maman doit aller à l'école s'assurer donc du bon comportement de son enfant, s'assurer donc de ce que l'enfant travaille bien à l'école pour rencontrer les professeurs. Fort heureusement, aujourd'hui, ce sont des missions qui sont partagées dans le couple. La mère et le père peuvent chacun à tour de rôle se rendre à l'école. Je crois que c'est cette conciliation des deux dans le couple, du père et de la mère, ce jeu de rôle qui va permettre donc à la mère d'assumer pleinement ses missions de politique, de femme politique. La mère, c'est cette touche maternelle, pleine d'affection pour sa famille. Et l'engagement de ces femmes politiciennes tend à le démontrer. La secrétaire générale adjointe de l'UDPCI, Evelyne Talikpon, a su concilier vie familiale et vie politique. Quand je dois sortir de la maison, le matin, je m'assure que tout se passe bien, que mes enfants ont pris le petit déjeuner, mon époux, tout va bien à son niveau et que tout ce dont ils ont besoin à la maison, tout est mis en place. Et je le fais, je m'occupe des enfants. Je m'occupe même, souvent quand je suis là, je fais le ménage chez moi à la maison. En Côte d'Ivoire, l'entrée des femmes en politique s'est faite progressivement. Elles ont fini par s'imposer.
Mais cette adéquation ne les met pas à l'abri des sacrifices intimement liés à la vie politique. Tu dois aller par exemple à un meeting et puis tu vois ton enfant qui ne veut pas te laisser partir. C'est un peu difficile quelquefois, mais on est obligé de le faire parce que nous avions décidé de faire la politique. Au début, lorsque nous avons créé le Front populaire ivoirien en 1990, vous savez, pendant 6 mois, j'étais obligée de déménager mes enfants dans la maison d'une amie. Parce qu'on recevait ici des Ivoiriens qui étaient intéressés par ces projets politiques. En 2000, quand il y a eu les élections, mon candidat a appelé à descendre dans la rue. Et moi, j'étais parmi ceux qui sont descendus dans la rue. Et arrivé quelque part, on a rencontré un barrage de militaires. Bon, quand ils ont fait la sommation, tout le monde courait. Moi, je suis resté là, mais il y a un qui est venu me faire un crochet. Puis je suis tombé. Et il a commencé à me chicoter. Et il me chicote et je dis, ah Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Il dit, mais pourquoi c'est le Seigneur que tu appelles? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a fait venir dans la rue? Toi, une mère de famille, au lieu de rester pour t'occuper de tes enfants, tu cherches quoi dans la rue ici? Je dis, si je suis dans la rue, c'est pour l'avenir de mes enfants. Quand la femme est convaincue de ce qu'elle fait, rien ne peut l'arrêter. Conjuguer vie politique et vie familiale n'est pas chose aisée. Le réussir dépend d'une bonne organisation, d'une bonne communication, selon ces femmes. Dans toute chose, si tu n'as pas une organisation rationnelle autour de toi, tu ne peux pas avancer. Mais il faut aussi avoir une vision. Et moi, j'ai toujours travaillé par objectif. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit mais au niveau de mes entreprises, je fais de sorte qu'il n'y ait pas vraiment, qu'on ne sente pas mon absence. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut communiquer, il faut rester à l'écoute de sa famille et donc il faut les emmener à comprendre l'importance de ce qu'on fait. Malgré les barrières de tous ordres, les femmes ont toujours su tirer profit des avantages liés à leur fonction de mère et de femme politique. Les barrières existeront toujours pour empêcher la femme de s'engager pleinement dans la politique, mais il faut le courage. Être mère et faire de la politique, je pense que ça va de soi. C'est le prolongement de notre état de femme, de notre statut de mère. Et moi, je suis bien jalouse de cela et je compte donc mettre à profit mon positionnement de mère dans ma vie politique et dans tout ce que j'entreprendrai au service de ma nation. La nation compte énormément. Il faut mettre la nation avant ses intérêts personnels. Parce que quand vous avez mis la nation, vous avez ennobli votre investissement. À partir de ce moment-là, tout ce qui peut vous arriver après là, vous êtes armé spirituellement, intellectuellement, moralement, vous êtes armé pour supporter et pour tenir. Voilà, c'est ça que je leur donnerais comme conseil. Il ne faut pas se lancer dans un projet quand on n'a pas de maîtrise d'abord de son projet. Le terrain politique en Côte d'Ivoire reste dominé par les hommes, mais les femmes gardent l'espoir de changer la donne. L'adoption de la loi sur la parité est celle qui favorise la représentativité de 30% de candidates dans les assemblées élues. Devrait les y aider. On poursuit avec les chiffres liés à la Covid. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 17 nouveaux cas de Covid-19, 20 guéris, 0 décès. Notez qu'à la date donc, du 9 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte 82 364 cas confirmés, 81 504 personnes guéries et 799 décès et 61 cas actifs. On se rend au Maroc où s'est tenue hier mercredi 8 juin la première réunion ministérielle des États riverains de l'Atlantique à Rabat. Donc, initiateur de l'événement, le Royaume chérifien a invité 21 pays à participer à cette rencontre, à cette première. L'objectif étant donc de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital qu'est la façade atlantique. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Rabat, la capitale marocaine transformée ce 8 juin en capitale de l'Atlantique.
La ville accueille, à la faveur de la Journée mondiale des océans, la première réunion des ministres des États africains riverains de l'Atlantique. Un espace dont l'importance stratégique n'est plus à démontrer. Notre espace concentre 55% du PIB du continent. Nos économies réalisent 57% du commerce continental. Notre espace est une aire de mobilité et un lieu de brassage culturel et ethnique. Nos espaces maritimes recèlent d'énormes ressources biologiques et non biologiques. L'Afrique atlantique, qui reste un espace de convoitise et de compétition, ne reçoit que 4% des flux d'investissements directs étrangers contre 74% pour les pays de la rive nord. D'où cet appel à l'union sacrée autour de cet espace. S'approprier effectivement l'Atlantique, une vision à laquelle adhère pleinement la Côte d'Ivoire, qui est venue, comme tous les 21 États, écrire l'avenir de l'Atlantique à Rabat. La façade atlantique africaine est très peu évoquée. On parle des regroupements qui se font autour de la Méditerranée, des regroupements qui se font autour du Pacifique. Mais en ce qui concerne l'Atlantique, à part l'Amérique latine, donc côté africain, donc il n'y a rien, alors que c'est un espace qui est important, d'échange qui est important. Il faut aller au-delà de coopération entre États riverains, mais de se considérer comme des peuples d'une seule entité, donc qui est la façade atlantique. Une déclaration a sanctionné cette réunion ministérielle, dénommée Processus afro-atlantique de Rabat. Elle consacre une vision autour de puissantes thématiques comme la sécurité, l'économie bleue et la connectivité maritime et de l'énergie, ainsi que le développement durable et l'environnement. Un reportage signé Jean-Luc Bambo avec Walter Amadou Ouattara. On évoque plutôt la cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens partout dans le monde et ce sera prononcé le 20 juin prochain. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. La création d'un ministère dédié à la réconciliation et à la cohésion nationale en mars 2021, le retour des dirigeants de l'opposition de premier plan depuis février 2021, dont l'ancien président Laurent Gbagbo, des actions fortes du gouvernement de Côte d'Ivoire qui ont concouru à la cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens partout dans le monde. Une décision qui sera prononcée le 20 juin 2022. En attendant cette date, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration et de la diaspora œuvre pour le retour des Ivoiriens encore en exil. De concert avec le ministère de l'Intérieur, l'ONESI et la SNEDAI facilite l'établissement des documents administratifs y afférents. À Lomé, dans le camp des réfugiés ivoiriens, les équipes sont à pied d'œuvre pour la production des passeports. Des exilés expriment leur joie de se voir délivrer le précieux sésame. C'est un sentiment de satisfaction après 11 ans passés à l'étranger. Je suis fier d'avoir la possibilité d'avoir les documents de mon pays qui vont me permettre de circuler en toute liberté. J'aimerais demander aux autres de venir me faire massivement l'enrôlement pour que tout un chacun puisse avoir son document. Notre pays est apprécié à nous. Nous remettons ces documents. Bon, nous remercions tous les responsables qui ont mis tout en place pour que cela puisse se faire. Pour rappel, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, séjournera en Côte d'Ivoire en marge de la cérémonie officielle de cessation de la clause du statut de réfugié ivoirien dans le monde. Il était bien connu dans le monde du 7e art pour ses réalisations, La fin de la course, Wariko, Le Gros Lot, mais surtout ce chef-d'œuvre Jelly en 81 qui lui aura valu les talons du Yenega. Le cinéaste Lanciné Kramo Fadika s'est éteint le dimanche dernier, dimanche 5 juin donc, ici même à Abidjan. Il repose désormais au cimetière de William où il a été inhumé ce jeudi. L'homme a eu droit à la reconnaissance de la nation pour avoir donc contribué à l'avancée du cinéma ivoirien. On en parle avec Issa Tchonayo. Lanciné Kramo Fatiga conduit à sa dernière demeure ce jeudi. Le cinéaste, décédé le dimanche 5 juin dernier, a été inhumé au cimetière de William Civil. Mais avant, il a reçu les honneurs de la nation ivoirienne lors de la levée du corps à Ivo-Sep à Trécheville pour saluer sa contribution à l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire.
Prières, invocations à Allah et témoignages ont marqué la cérémonie. Je prendrai un bâton de pèlerin pour suivre, pour faire tous les tours, pour rendre un hommage au maître Fatiga Karamo. Notre prix aura le nom Fatiga Karamo, le prix Fastivi Fatiga Karamo. Quand vous regardez Wariko, vous voyez que c'est une histoire racontée, tout de bout en bout en images. Et à travers sa filmographie, il a transmis son savoir-faire. Et je crois qu'il a laissé des marques. Et en regardant ce film, on pourrait s'inspirer. Présente à la cérémonie, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rumark, a salué la mémoire d'un grand bâtisseur et talentueux cinéaste ivoirien. La Côte d'Ivoire a brillé ce jour au firmament du cinéma africain à travers son œuvre Djeli, conte d'aujourd'hui. Un moment historique pour notre nation. Quelle fierté pour la Côte d'Ivoire, car El Hadj Fadiko Kramo Lanciné venait ainsi, à 33 ans, d'apporter la toute première et prestigieuse consécration cinématographique à notre pays. Malgré ce trophée continental, il est resté humble, disponible et respectueux. Une qualité morale qui est la marque de ceux qui veulent se parfaire. Pour rappel, l'ancien Kramo Fatiga est le cinéaste ivoirien à avoir ramené au bord de la lagune Ébrié en 1981 le premier Grand Prix étalon du Yenenga avec son film Djeli lors du 7e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Voilà, la ciné Kramo Fatiga, étalon du Yenenga en 1981, une distinction qui lui aura donc valu d'être immortalisé en 2017 par une statue de bronze dans les rues de Ouagadougou. Occasion pour nous de vous demander de ne surtout jamais vous laisser aller au découragement. Merci de nous avoir suivis.